Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans le débat de sujets comme d'habitude. Le premier, la cybercriminalité est devenue une menace globale aux ramifications économiques et sociales profondes au Bénin. Face à ce défi, l'État a créé le Centre national d'investigation numérique, le CNIN. Dès lors, des arrestations répétées des cybercriminels dans toutes les villes du pays alimentent au quotidien l'actualité nationale. Le journal Fraternité nous apprend même qu'au mois d'avril, 70 présumés cybercriminels ont été arrêtés. Une opération nationale contre le phénomène ou le fléau a été lancée également la semaine du 26 mai par le CNIN. L'opération a également conduit à l'arrestation de 42 individus, tous suspectés d'implication dans des pratiques frauduleuses sur Internet. Et c'est la Criette qui prend le relais. Le CNIN, plus que jamais aux trousses de ces cybercriminels, se présente aujourd'hui comme une réponse aux crimes en ligne. Mes invités apporteront leurs analyses sur ce sujet et je m'en vais vous les présenter. Je suis avec Monsieur Briston Amoussouguenon. Il est écrivain également, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce soir. Julio Tometti, juriste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame Angèle Tobola. Bonsoir aux téléspectateurs de télé. Et c'est Anselme Atemi qui est journaliste indépendant et sera là dans quelques instants. Mesdames et messieurs, mais on démarre avec la première question. Comme d'habitude, peut-être pour vous, Julio. J'aime bien commencer par vous. Le CNIN qui a repris les attributions de l'OCRC dans son fonctionnement tel qu'on a pu le constater, alerte, sensibilise, met en garde, puis quand il a les informations sûres, met la main avec son unité spéciale de police judiciaire sur les personnes suspectées. Une démarche intéressante quand même dans cette lutte qui a commencé par la sensibilisation. Oui, madame Angèle, je ne sais pas si il faut être content ou satisfait des prouesses en fait du Centre national d'investigation numérique au travers de ces arrestations massives entrant dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la cyberdélinquance, ou bien il faut peut-être commencer par être pensif ou soucieux de ce que, en fait, de l'ampleur que le mal a pris, de ce que, en fait, quoi que l'on fasse, ça ne désemplit pas, ou que véritablement, peut-être que nous n'avons pas encore trouvé la solution. En fait, je suis quelque peu partagé, parce qu'au-delà de tout, il s'agit, en fait, de nos jeunes qui sont quotidiennement pris. Pourquoi, malgré la répression qu'on a entamée un peu plus de 2 ans, le phénomène perdure? Parce que l'espoir, c'était que ceux qui étaient dans ces activités-là puissent, comment dire, les abandonner, passer à autre chose pour ne pas faire le lit à ce que d'autres, peut-être, comment dire, s'y enrôlent d'une certaine façon. Mais le constat est que c'est comme si ceux qui étaient dedans, les répressions, n'ont pas érodé les ardeurs. Et on a même l'impression que quotidiennement, d'autres acteurs, en fait, viennent à cette activité. Et c'est pourquoi, en fait, ça devient inquiétant et ça doit commencer par nous préoccuper. C'est-à-dire, c'est vrai que lorsque l'opération avait été lancée, nous avons fait tout le diagnostic ici. Et on a tous convenu de ce que véritablement il faut réprimer. Mais à l'aune de la pratique, 2 ans, 3 ans après, il y a lieu à un moment donné de, comment dire, de réfléchir. De réfléchir, oui. Il faut bien que Oui, ceux qui se font arnaquer, si je peux emprunter le thème, puissent quand même trouver réparation. Oui, la préoccupation de la lutte contre la cybercriminalité était de 3 ordres. Que ceux qui sont arnaqués quotidiennement trouvent réparation. Que ceux qui s'y adonnent, d'accord, passent à autre chose. Pour que ça ne continue pas à envenimer économiquement, socialement
et sociologiquement, en fait, notre société. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé par devenir, en fait, un exemple, et donc il fallait que cela s'arrête. Mais à un moment donné, je pense, en fait, au-delà de toutes les politiques répressives mises en œuvre, il faut, en fait, pousser la réflexion un peu plus loin. Monsieur Amoussou Guénon, Julien a commencé tout de suite à s'inquiéter par rapport à l'intensité et la fréquence de ces opérations qui ont permis donc au CNIN de mettre la main sur beaucoup de cybercriminels présumés. Vous, comment vous analysez justement ces opérations? Chers téléspectateurs, je vous remercie, Madame la journaliste. Je pense qu'il faut commencer par définir d'abord ce que nous entendons par arnaque. L'arnaque, c'est tout simplement une forme de vol. C'est de l'escroquerie. C'est tout simplement de l'abus de confiance et surtout de la duperie dont que, disons, certains jeunes s'adonnent facilement à cette façon de faire pour se faire de l'argent, pour se faire un peu de petits sous. Mais le mal, depuis quelques années, a pris une tournure. Ce qui a interpellé la conscience des dirigeants du pays, qui ont pris le mal, qui ont bien voulu prendre des mesures contre ce fléau qui a commencé par décimer les écoles, qui a commencé par entrer dans les universités, dans nos élites, dans nos enfants. Et ce qui a fait que, aujourd'hui, vous avez une pléthore de jeunes qui sont en prison par rapport à ce mal. J'en venais, c'était l'OCRC, l'Office central de répression de la cybercriminalité, qui était créé environ 2 ans, 3 ans. Je profite de votre micro, de votre plateau pour saluer les prouesses de ce commissaire Sokou Donatien, qui depuis peu est au premier rang, est au front contre ce mal. C'est le CNIN, ça. Le CNIN qui a été créé en 2023. Ah, c'est bien cela. Oui, la CNIN, le Centre national d'investigation du numérique, qui a pris le relais de l'OCRC. Voilà. Exactement. Donc, je pense que ce centre aujourd'hui a déployé son armada pour aller contre le mal. Et ces derniers moments, nous avons compris qu'en réalité, c'était un peu superficiel ce qui se faisait. Parce qu'on a compris aujourd'hui que le mal a pris une tournure plus ou moins drastique et dramatique dans le pays, au point où dans toutes les contrées, dans toutes les régions, c'est-à-dire tous les jeunes, des jeunes quittent Cotonou vont se réfugier même dans des coins très reculés du pays où le Centre national aujourd'hui a mené des investigations, a pénétré ces coins et recoins. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui à travers la prise massive de ces jeunes qui aujourd'hui vraiment donnent de tournis à beaucoup au peuple béninois. Parce que quand on parle d'arnaque, l'arnaque a 3 formes. Il y a l'arnaque qui vise d'abord les citoyens en général. Il y a une autre forme d'arnaque qui vise les étrangers. Il y a une 3e forme d'arnaque qui vise même les sociétés d'État, les sociétés privées et les structures morales. Et quand vous prenez par exemple l'arnaque sur les individus, les pauvres citoyens, imaginez une pauvre dame qui se fait arnaquer, surtout par les réseaux sociaux, et qui, lorsque vous voyez en même temps celui qui vient de se faire arnaquer, son état, on pense déjà, la personne s'apparente même à une personne dépressive. Ça joue sur son psychisme, sur son moral, et ça détruit carrément l'équilibre. Donc c'est un mal qu'il faut d'abord commencer par combattre, et ça part tout ça la part de l'éducation. Bien sûr. Ça part de l'éducation à la maison. Oui, on l'a souvent dit, on reviendra peut-être si on a le temps là-dessus. Il faut bien que je donne la parole au 3e. Bonsoir à vous, c'est Ansel Maténi. Bonsoir Angèle, bonsoir aux téléspectatrices. Et vous leur présentez vos excuses pour le retard, évidemment. Allez, on a démarré sur le premier sujet. On est sûr, bien évidemment, cette intensité, la fréquence de ces opérations qui permettent aujourd'hui, ces opérations qui ont permis donc au CNIN de mettre la main sur nombre de cybercriminels soupçonnés, en tout cas, qui bien évidemment sont dans les liens de la détention le temps pour ceux-là qui n'ont pas encore connu de jugement, de connaître leur jugement. Oui, bien sûr. Écoutez, je trouve que c'est une très belle chose que le Centre national d'investigation numérique puisse être
créé pour venir en soutien d'abord à l'OCRC, comme le disait le voisin tout à l'heure, et être également la branche, on va dire, armée qui gère le côté numérique et cyberdéfense de la CIN. Et donc ce centre, je crois que depuis qu'il a été créé, fait de grandes choses. C'est vrai que aujourd'hui, on parle toujours de cybercriminalité dans notre pays, mais de grandes choses ont été faites, même pour ceux qui ont eu la belle idée, pensaient-ils, de pouvoir se déplacer, de se mettre en réseau et d'être ailleurs et de pouvoir travailler un peu comme des huîtres. Mais aujourd'hui, écoutez, de grandes choses sont en train d'être faites par ce centre et je crois que c'est à saluer, c'est à mettre à l'actif de celui qui en est le premier responsable, qui, il faut le dire, est un expert en termes de cybercriminalité, de cyberdéfense, le sieur Wanilo Medega-Fagara, qui a fait de grandes choses en collaboration, bien sûr, avec l'OCRC. Et je pense que c'est le moment de dire que si cette lutte, cette défense et tout ceci doit pouvoir avoir une réussite, il faudrait en fait que cette association, cette synergie qui se fait entre toutes les forces qui entrent en ligne de compte contre la lutte contre la cybercriminalité puisse travailler ensemble et que la synergie puisse continuer. C'est la seule façon de pouvoir petit à petit enrayer ce mal-là. Oui, Julie a commencé par le dire. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes se retrouvent dans un lien de la détention. Attardons-nous un peu sur les effets justement de ces opérations, même si il faut bien réprimer à un moment donné. Est-ce que cela a réellement des effets dissuasifs, cet Anselme-Athénée? Je crois que oui, pour ma part. Et je crois que oui, mon oui est basé sur, on va dire, une expérience personnelle. Je connais des personnes, dont naturellement je tairai le nom et l'identité, qui s'adonnaient à cette chose, enfin, la cybercriminalité, mais qui, par le fait que certains d'entre eux, des acolytes à eux, ont commencé par être arrêtés, se sont retirés du système. Aujourd'hui, j'en connais un particulièrement qui aujourd'hui s'est adonné à une autre activité. Il s'est totalement reconverti et cette activité lui permet de vivre tranquillement sa vie. Il me dit à l'occasion, quand on se rend compte, que j'avais raison, parce que je faisais partie des personnes qui le conseillaient à quitter son système, malgré que c'était juteux, c'était facile et tout le reste. Donc pour moi, ça a un effet quelque peu dissuasif par rapport à toutes ces personnes-là qui s'adonnent à cela. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être, qu'on puisse ne plus parler du tout de cybercriminalité. Mais il faut aller plus loin et se rendre compte que le phénomène de la cybercriminalité dans notre pays, le phénomène de l'arnaque et de tous les noms qu'on lui donne au pays a commencé il y a bien longtemps. Ça remonte à plus de 20 ans, ça remonte à plus de 25 ans. Et donc, c'est petitement que nous pourrons parvenir à l'état où on dira que le Bénin est classé premier dans les pays qui ont réussi à pouvoir lutter contre la cybercriminalité. Oui, Julio Tometti. Oui, je voudrais mettre l'accent sur peut-être des choses pour voir un peu les formes de manifestation. Et ça peut permettre en fait de déboucher aussi sur des possibilités de solutions. C'est-à-dire, quand vous voyez un peu le phénomène de la cybercriminalité au tout début, on a l'impression que c'était dirigé vers, comme le disait Samusugeno tout à l'heure, était dirigé vers en fait l'extérieur, les étrangers. Et à un moment donné, on a même l'impression de dire, bon, les enfants là, ils ne grugent que les étrangers, nous on est fait tout là. Et avec les formes de communication à l'international, avec les moyens mis en œuvre, avec les formes de coopération, en fait, les voies ont commencé par être barrées. Et qu'est-ce qu'on a observé? Il y a un repli. Le repli, ça dit quoi? C'est ça, en fait, nous avons les conséquences. C'est-à-dire, on développe aujourd'hui des formes, en fait, d'arnaque de proximité. Sur votre compte Mobile Money, sur le charlatanisme, sur ainsi de suite. Montre tout là. Les gens vont jusqu'à faire des communiqués publics, en fait, de structures étatiques, comme par exemple la direction de la douane qui fait une vente aux enchères, on met les véhicules, on met les prix, on met même des immatriculations, on fait des appels d'offres fictifs, on fait des offres d'emploi, en fait tout ça. C'est-à-dire quoi?
il y a un repli, il y a un développement en fait de cette cybercriminalité locale. Donc à partir de ce moment-là, ça commence par interpeller. C'est pourquoi je dis, si ça a quitté, c'est vrai que ça n'a pas quitté complètement, il en reste toujours la cybercriminalité transfrontalière. Et donc, la meilleure arme, autant on réprime en fait les cybercriminels, autant il faut développer les formes de communication à l'endroit des populations pour être, comment dire, des obstacles en fait à cette velléité-là. Justement, je sens sensibilise. Il y a plusieurs alertes qui informent. Oui, on a l'impression que ceux qui ont ces alertes-là ne sont pas fondamentalement ceux qui sont en arnaqués. Donc, en fait, il faut peut-être aller en profondeur. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux tous les jours, on a l'information. Mais la bonne dame qui a son compte Momo et qui ne connaît pas Facebook ou WhatsApp et qu'on appelle un jour pour dire qu'il a graillé un lot de 50 000 et qu'il faut qu'il aille à un centre de mobile money pour dire qu'il veut faire un dépôt et donner la combinaison, elle n'en sait rien. Donc, comment faire pour que l'information, au-delà des canaux digitaux, puisse en fait s'incruster dans la grande masse partout où l'on peut être? Parce que plus les potentielles victimes sont aguerries, plus le marché tarit et les individus seront obligés d'une manière ou d'une autre d'aller à autre chose parce que il n'y a plus pour eux de la clientèle, il n'y a plus pour eux en fait un marché qui se développe. Et donc je dis, la sensibilisation ce n'est pas seulement à l'endroit de cette cybercriminalité parce que là à leur égard on continue la sensibilisation et la répression, mais les populations aussi méritent véritablement d'être sensibilisées. Et des fois, vous entendez, quand je parle de ça, vous entendez en fait de ces arnaques et vous-même vous avez mal. Vous avez envie de gifler peut-être la victime. Parce que vous vous demandez, mais comment il peut être aussi bête? Vous dites, comment, avec tout ce qu'on dit, comment il peut faire ça? Mais la personne n'en a jamais entendu parler. Non, mais il y a même des gens qui ont de très grands niveaux intellectuels qui se font avoir. Nous ne sommes pas exposés à la communication de la même manière en tenant comme peut-être des réalités sociologiques en termes d'éducation, en termes d'instruction, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi je continue de penser en fait qu'il y a encore un gros travail au-delà de la sensibilisation que nous faisons, au-delà de la répression, pour que en fait les barrières de la cybercriminalité puissent considérablement se réduire. Si on essaie de comprendre Julio Tometti face à ces jeunes qui rivalisent, pas rivalisent, en tout cas qui excellent en nouvelles techniques pour pouvoir avoir leurs victimes, ils voudraient que la sensibilisation aille au-delà des réseaux sociaux. Mais pensez-vous que les populations sont sous-informées dans cette lutte contre la cybercriminalité? Je pense que nous n'allons pas parler de sous-information, mais tant qu'il reste à faire, je crois que on doit penser à cela. Et la cybercriminalité est sous plusieurs formes. Je pense que M. Tometti a dit tout à l'heure quelque chose de très important. En plus de la répression, il faut assimiler à la répression les mesures de sensibilisation massive. Il faut installer carrément, je pense qu'il faut installer un système au niveau des 12 départements du pays pour aller véritablement à la sensibilisation populaire. Parce que la bonne dame qui prend son petit commerce le matin et qui n'a peut-être que son compte Momo pour recevoir de l'argent, bien faire des opérations, n'a pas le temps d'écouter la radio, n'a pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Elle a le temps de faire quoi? Elle a le temps de vendre et de chercher de quoi donner à manger le soir à ses enfants. Donc, vous voyez, nous avons ce peuple-là. Quand vous allez à Tokwa, par exemple, imaginez combien de temps cette bombe ont pour aller. Je pense qu'il faut des équipes, même pour sillonner Monts-et-Vallées, c'est-à-dire les marchés, les grands centres où il y a du monde, pour parler. Et il y a même des affiches. Il faut prévoir même des affiches et les coller un peu partout, faire de la très grande sensibilisation pour aller vraiment pour toucher la grande foule. Moi, je pense que l'autre chose, la répression, s'il n'y en avait pas, imaginez ce qui serait en train de se passer dans ce pays depuis 3 ans. Parce que je me suis posé la question la fois dernière de savoir, mais avec tout ce qu'on arrête, avec tout ce qui se passe comme lutte contre la cybercriminalité dans ce pays, ça ne le désemplit pas. Mais ça ne le désemplit pas. Au contraire, on a même comme l'impression que c'est une sorte de... que ça régénère. On dirait même que c'est... On les ramasse aujourd'hui, excusez l'expression, on les ramasse à l'appel pratiquement aujourd'hui. Mais le problème, ça veut dire qu'en sourdine,
le mal était tellement développé. Justement. Et imaginez tout l'impact que ça avait sur l'économie nationale, sur les personnes, sur les bonnes dames, sur les personnes physiques. Donc, je pense que l'État a eu vraiment, c'est ce génie-là que l'État a eu de vouloir déployer son national pour aller contre ce mal. Nous saluons vraiment ça. Mais je pense qu'au-delà de ce génie-là, il faut sincèrement de la haute sensibilisation. Parce que ce n'est que par là que le peuple sera délivré de ces jeunes-là qui vraiment redoutent. Ils ont vraiment de génie. On dirait même qu'ils vont à une école. Qu'il y a une école pour ça. Ils sont spécialisés dans l'art de trouver d'autres formes, d'autres manières d'avoir leurs victimes. Moi, j'étais là tranquille quand un monsieur m'appelle pour dire qu'il est dans quelque chose là. Et on m'a envoyé telle chose là. C'est monsieur Bristol Amoussougen, non? Et c'était tel, il m'a présenté correctement. J'ai dit oui, c'est bien moi. Comment envoyer quoi? J'ai dit si on m'a envoyé quelque chose là, je suis à Porte-Novo. Je vis à Porte-Novo. Envoyez-moi ça à Porte-Novo. Je vais voir la personne et le reste on dira ça en face à face. Mais ne me demandez rien sur mon portable, sur mon téléphone. Quand j'ai dit ça, il s'est bien me jurer en même temps. Donc c'est pour vous dire que imaginez cette femme ou bien ce monsieur et analphabète mais qui n'a pas un niveau d'instruction, on lui miroite quelque chose de si grand avec toutes les données de MTN. Des réseaux sociaux. Et quand c'est comme ça, c'est facile de tomber dans la nasse. Oui, vous direz aussi sensibilisation, cet enseignement atténue. Je dirais sensibilisation, mais oui, je dirais avant ça, éveil. Il faut parler d'éveil parce que le sieur Julio le disait tout à l'heure, il y a des personnes quand elles vous racontent leurs mésaventures, vous avez quasiment envie de les punir en fait. Parce que enfin, des choses vraiment, pardon pour le thème, connes vous arrivent. Vous avez beau être analphabète, vous avez beau ne jamais avoir mis pied à l'école, vous ne pouvez pas subir de telles conneries. Je dirais éveil parce que il faut l'éveil au niveau, premièrement, des enfants. Et quand je parle d'enfants, je passe à partir du niveau primaire jusqu'au niveau secondaire. L'université, c'est de la sensibilisation, ça va se faire. Donc, il faut déjà qu'au niveau du système éducatif, et les enseignants et les parents puissent déjà éduquer les enfants à ne pouvoir jamais se lancer dans le domaine de la cybercriminalité. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui que vous demandez à un enfant quel est le métier que tu as envie de faire plus tard et qu'il vous réponde qu'il a envie d'être guyman. Tout simplement comme ça. Oui, bien sûr. Il y en avait. Il y en a toujours. Pas plus tard qu'il y a une semaine, moi j'ai malheureusement eu un neveu à qui je demandais qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. En plus, il est brillant à l'école. Je lui demande qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard. Il dit qu'il veut être guyman. Je dis mais pourquoi? Il comprend le contenu. Il comprend exactement. Il sait que c'est de la cybercriminalité et il m'explique que c'est un business et que lui peut mettre en place un réseau qui va travailler pour lui de sorte à ce que ça puisse toujours générer de l'argent, que lui sera à la tête du cartel et tout le reste. J'ai fait me purer. Ce n'est pas bien du tout. J'ai pu le conscientiser quelque peu et j'espère que ça pourra faire de l'effet. Je pense que les parents devaient travailler à cela avec leurs enfants et que les instructeurs à l'école, les instituteurs et autres maîtres devaient également travailler à cela à l'école avec les enfants. Je pense également que l'éveil doit être au niveau des parents. On doit en parler de cela entre nous, adultes, de sorte à ce que le mal qui arrive à l'autre ne puisse pas nous arriver à nous autres également. Donc, cela doit se faire et maintenant remonter au niveau, je vais dire, des institutions, autant celle de la CNIN, autant au niveau du ministère du numérique, autant au niveau de l'État, on peut décider de pouvoir faire des sensibilisations à grande volée. Et également, les réseaux sociaux également devraient pouvoir faire des sensibilisations de sorte à ce que facilement les gens ne puissent plus tomber dans les panneaux les pièges qui leur sont tendus et qu'on ait de moins en moins de personnes qui puissent être des victimes de cybercriminalité. Parce que c'est facile d'être victime. Même quand vous allez sur Internet aujourd'hui, vous savez, il y a ce qu'on appelle le e-commerce. Vous cherchez à acheter une chose en ligne, on vous présente le produit, vous commandez le produit. Tant que le produit n'arrive pas et que vous l'avez en main, je vous en prie, ne faites pas la bêtise de pouvoir payer. Parce qu'il y a certains vendeurs, il y a certaines soi-disant sociétés qui demandent que le paiement puisse se faire avant que la livraison ne puisse vous parvenir. Ce n'est pas possible. Bon, on dit en langage courant qu'on n'achète pas le poisson dans l'eau.
Je m'arrête parce que j'ai remarqué, vous m'arrêtez tout à l'heure. Il faut aller le pêcher, c'est vrai. Allez, la sensibilisation, on en parlera tout le temps, à défaut que, ou le temps que ça atteigne tout le monde, je pense que ce centre fera son travail avec cette unité de police qui est à sa charge. Quand les explications sont menées, eh bien, on prendra simplement les intéressés. Oui, ce qui est intéressant aujourd'hui, avec le développement des applications ou des solutions numériques avec le centre, c'est-à-dire toutes les velléités, quel que soit là où ils se trouvent, peuvent être détectées tant que ces individus utilisent les moyens de communication connus, ils peuvent être identifiés, ils peuvent être repêchés. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons que encourager. D'abord, comment dire, les autorités policières ou le gouvernement de manière générale qui a pensé et mis en fait en place ce centre-là avec les moyens qu'il faut, et féliciter ceux qui travaillent quotidiennement pour aller détecter en fait ces nids de cybercriminels dans nos contrées. Parce que bien malheureusement, ils sont autour de nous tous les jours, mais on ne le sait pas, on ne peut jamais le savoir. Par le passé, c'était devenu une question de mode, d'accord, et ils s'exhibaient presque. Mais aujourd'hui, c'est dans le silence total. Et donc, il faut vraiment des moyens ingénieux pour aller les détecter. Donc, si on en arrive à aller pêcher jusqu'à une quarantaine à la fois, imaginez toutes les semaines, les mois de travail ou de recherche, d'investigation qui ont été faites pour aller prendre ces gens-là ensemble, ou une opération coordonnée dans des villes, dans des départements ensemble. Il faut véritablement féliciter le centre d'investigation, le centre national d'investigation et du numérique, et travailler à développer ou à déployer plus en fait ces solutions. Mais au-delà de tout ça, continuons toujours à penser d'autres mécanismes pour pouvoir venir à bout de ce mal. Pour que, en fait, comme quelqu'un le dit, il faut couper à la racine. Parce qu'on a l'impression que de jeunes poussent avec, et ça, je suis presque tout là de vous entendre tout à l'heure, si ce n'est pas votre fin, c'est-à-dire une pépinière, en fait, qui est en train de faire tout là. J'ai presque envie de dire, celui-là, s'il ne faut pas en même temps, s'il ne faut pas commencer par le surveiller de très près, parce que on n'a pas toujours l'impression que ce que nous disons dans l'instant, d'accord, puisse véritablement le travailler et aller détourner, en fait, de ces intentions-là. Il faut le surveiller de très près. Il a seulement 11 ans. Je crois que... Oui, monsieur Amoussou Guénon, au vu de ces nombreuses prises, on peut dire que ce centre vient comme au moins une réponse à ces nombreux Béninois et même étrangers qui se font simplement avoir sur les réseaux sociaux par les plateformes mobiles. Oui, c'est une très belle réponse à ces milliers de personnes, de Béninois et même d'étrangers qui se faisaient avoir au cours de tous les jours, depuis des années en silence. Et il n'y avait que les commissariats, les brigades et autres qui s'en occupaient. Mais aujourd'hui, nous avons un centre spécialisé dans le fait de réprimer, le fait de circonscrire, d'essayer de circonscrire le mal et d'interpeller qui de droit dans ce dossier-là. Mais je crois que le grand travail, c'est depuis la maison, depuis les écoles, les centres éducatifs, parce que c'est une question de gain facile en fait. C'est le goût au gain facile. Parce que quand vous prenez un jeune, deux jeunes aujourd'hui qui sont en classe, et l'autre est dans une classe de seconde par exemple, et voir son copain qui a laissé les classes et quelques mois après se fait acheter une moto, se fait acheter sur la étape de jeune fille et commence à mener une vie de pacha. Ça, disons, ça titille les sens de ses collègues, de ses amis qui lui posent la même question. Mais comment toi tu fais? Et c'est comme ça que le mal commence à s'enraciner. De fil à aiguille, on a commencé que les écoles ont commencé même pas à devenir des centres de spécialisation, de formation de jeunes cybercriminels. C'est dans les écoles, dans les centres que la communication se fait le plus. Donc, il faut déjà que les directeurs, les responsables... À cette histoire-là, monsieur Amoussou Guénon, je pense bien, ça a circulé, on a très vite mis fin. Voilà. En tout cas, la sensibilisation dans ce sens-là va continuer pour qu'on puisse en venir à bout de ce mal qui gangrène notre société. Et avec le KININ, aujourd'hui, on peut oser le dire, à travers ces actions,
ce centre qui positionne le Bénin sur la scène internationale en matière de sécurité numérique. On va occuper les dernières minutes de notre programme à une autre prise, si on peut le dire comme ça, cette prise cette fois-ci de produits pharmaceutiques contrefaits au marché d'Antokpa. C'était vendredi dernier, suite à des informations reçues par la police républicaine. Les unités du commissariat de Dantokpa, dans le 6e arrondissement de Cotonou, ont pris d'assaut 11 magasins à printemps suspectés d'être des points de vente de ces produits. L'opération a permis de saisir environ 11 tonnes de faux médicaments, informent plusieurs organes de presse. Alors, la persistance, cette Ansel-Matemi, du trafic, malgré les efforts de répression, nous force à nous interroger ce soir. Pourquoi ça a perdu à votre entendement, à votre lecture, à vous? Pourtant, on parle de faux médicaments depuis bien des années. Je me rappelle encore de cette vieille publicité dans les années 2000, je ne sais plus trop, 2 ou 5, qui attirait l'attention sur les inconvénients des faux médicaments. On en est encore à ce stade. Les médicaments de la rue tuent. C'était ça. Exactement. Exactement. Vous vous rappelez de la publicité. Elle finissait comme ça, cette publicité. Et on en parle encore. On en parlait quand on était tout petit. On en parlait quand on est devenu ado. On en parle aujourd'hui quand nous sommes adultes. J'espère qu'on n'en parlera plus quand nous serons, je ne sais pas, vieillards. On en parle encore, à mon entendement, simplement parce que le gain facile, même si cela est conséquent de la mort d'une tierce ou d'une telle ou d'une telle autre personne, ne permet pas aux personnes de pouvoir reculer. Donc, on dit que c'est un médicament de rue. Premièrement, on dit que c'est des médicaments qui ne sont pas bien faits, qui n'ont pas été conservés, par exemple, à la température qu'il faut, qui n'ont pas reçu le bon dosage pour la fabrication, qui ont été fabriqués par des personnes qui ne sont pas expertes en pharmacie, en médicaments et en toute autre chose qui est liée à ce qu'ils font. Mais les gens continuent à y en acheter, les gens continuent à les vendre. Écoutez, 11 tonnes ont été saisies au marché d'Antokpa. Dans environ 11 boutiques, c'est à croire que chaque boutique contient une tonne de médicaments. C'est énorme quand même. Oui, le commissariat spécial de Dantokpa l'a fait en collaboration avec celui du 6e arrondissement et tout, c'est vrai. Mais je suis persuadé, au moment où je vous parle maintenant, Angèle, qu'il y a encore des boutiques dans le marché d'Antokpa qui contiennent des médicaments et des personnes, des vendeurs continuent à pouvoir les vendre. Est-ce que c'est demain la veille? Je ne sais pas. Mais il faudra que la sensibilisation puisse aller encore au-delà, que l'on puisse pouvoir faire comprendre, surtout aux vendeurs, non pas seulement aux acheteurs, que le médicament de la rue, quel que soit l'endroit où vous vous en approvisionnez, il est destructeur de la vie de vos concitoyens. Non seulement il y en a encore, mais nous savons presque tous où on en vend. Est-ce que nous ne sommes pas tous coupables à la fin, Julio Tometi? Je suis sûr que chacun de vous connaît un lieu de vente. Pour ne pas dénoncer peut-être un proche, pourtant on dit que c'est puni par la loi, Julio Tometi. Qu'est-ce qui nous arrive finalement? Oui, vous savez, quand vous discutez de la question avec vos concitoyens, au-delà de tout ce qu'on dit, ils vont vous dire, à l'instant, j'ai de la fièvre, j'ai des maux de tête. Je prends tel médicament de la rue ou chez la bonne dame qu'on m'a indiqué. Et ça a guéri mon mal. En fait, c'est ça. Ils vous disent ça pour vous clouer le bec. Ils disent, vous dites que c'est faux. Mais moi, je le prends, ça a guéri mon mal. En ignorant, en fait, que lorsque ça guérit la fièvre ou le maux de tête, ça vous laisse des résidus, d'accord, qui sont nuisibles à votre santé après. J'ai suivi la dernière fois, par exemple, une sensibilisation sur la prévention de l'insuffisance rénale. Ces médicaments en sont pour quelque chose. Certains cas de cancer, ces médicaments en sont pour quelque chose. Certains cas d'infertilité, autant de l'homme que de la femme, ces médicaments en sont une cause. En fait, c'est les éléments qu'on ne peut pas démontrer tout de suite. Et donc, c'est l'accumulation dans le temps qui fait que, à partir de ce moment-là, la personne ne se rend pas compte que c'est le comportement, en fait, qu'il a eu qui lui a causé ça. L'individu, par exemple, il dit, je veux un antibiotique.
il va à la pharmacie, on dit, les antibiotiques, on ne les prend pas n'importe comment. C'est sous ordonnance. C'est sous ordonnance. Ils disent non, c'est trop compliqué. Indiquez-moi, on lui indique quelque part où il peut avoir de l'antibiotique bon marché. Il en prend à des quantités disproportionnées. Il atteint même une immunité que le médicament ne guérira plus après quand il souffrira de cette affection. Il y a tout ça. Et quand vous le dites, bien malheureusement, moi, j'ai eu à faire l'expérience. On m'a indiqué une dame qui vend. Je suis allé, en fait, c'est devenu comme on vend du stupéfiant ou de la drogue. N'y vont que ceux qui s'y connaissent ou ceux qu'on connaît. C'est ceux qu'on connaît. Indiqué, si on ne te connaît pas, on ne vend pas. Mais on ne m'a pas vendu. On a dit, quel thème médical dit, elle ne vend rien de ça. Vous y étiez pourquoi? Je suis reparti. Voir celui qui m'a envoyé, il a dit, laisse-moi. Et 2 heures après, il m'a amené le produit. Moi, je l'ai pris là, parce qu'il me connaît, il va me vendre. Il ne te connaît pas, il ne te vendra pas. Et les soirs, vous voyez des gens, de petits emballages, comme s'ils vendent peut-être cure-dents, brosse, pâte ou autre, sont dedans, et ils se connaissent. En fait, les marchands et les acheteurs se connaissent. Ceux qui veulent acheter, par qui ils vont passer pour l'acheter, ils le savent. Et donc, quand je continue de croire, quand le marché de consommation est encore propice à la chose, vous aurez en fait les mini Adjegunle. Adjegunle, dans notre subconscient, ne va pas disparaître en fait. C'est parce qu'il y a encore le marché. Il y a encore la demande. Donc, tant qu'il y a la demande, il y aura le tout là. Et ce qui est encore plus dramatique dans cette affaire, vous savez, le paracétamol que vous pouvez prendre à 100 francs à la pharmacie, je ne sais pas si les gens ne le savent pas. Vous allez sur ce marché informel. Avant, c'était 50 francs, mais aujourd'hui, c'est à 150, c'est à 200 francs. Il y a une surenchère parce que c'est devenu un produit, comme je disais, un produit prohibé, illégal, ça se vend en cachette et donc le prix augmente. Mais ça ne décourage pas pour autant, en fait, nos consommateurs, nos populations. Et c'est là. Encore que, il y a un temps, j'ai suivi, on a fait beaucoup la promotion des médicaments génériques. Quand vous allez en pharmacie, dites tel produit, je veux son générique, on va vous en vendre. Mais je ne sais pas en vérité, est-ce que peut-être la sensibilisation n'a pas atteint la cible, ou bien la cible est trop obnubilée par les anciennes pratiques qu'on n'arrive pas à s'en détourner. Véritablement, la question reste posée. Alors, on questionne ce soir la demande, puisque tant qu'il y aura la demande, l'offre sera là. Mais dans ces questionnements à la demande, beaucoup indexent, M. Amoussou Guénon, les contraintes économiques et également l'accès limité, selon eux, au système formel de santé. En sommes-nous encore à ce niveau? Je pense que non. D'abord, je vais faire une sorte de rétro. On n'a pas beaucoup de temps. On a passé tout le temps tout à l'heure à parler de la cybercriminalité. C'est le même phénomène qui perdure ici. Vous voyez, c'est un mal séculaire. Quand on parle de vente de médicaments, vous interrogez nos grands-parents aujourd'hui, ils vont vous conter tout un tas d'histoires qui vont même ils vont vous opposer tellement de vérité, leur vérité, que vous aurez de la peine même à essayer de leur parler de ce problème. Quand vous parlez... D'abord, il faut commencer par dire aux populations que ceux qui leur vendent ces produits-là ne sont pas des professionnels en la matière. Ne sont pas des gens qui ont fait des formations liées c'est-à-dire à la pharmacie ou bien liées à la santé. Donc, c'est des profanes comme eux qui simplement pour le gain, leur trouvent les médicaments, disons, qu'ils vont prendre au Nigeria ou bien dans un pays limitrophe très moins cher et vont leur revendre ça pour leur bénéficier, pour leurs poches. Donc, il n'ont qu'à comprendre d'abord qu'ils sont exposés. C'est un risque sur la santé des uns des autres qui est défini ici. L'autre aspect de la chose, aujourd'hui, comme l'a rappelé M. Tometti tout à l'heure, mais il y a la forme générique de presque tous les médicaments. Et nous avons une prolifération des pharmacies aujourd'hui dans les différentes villes du pays. Et ils ont même, c'est défini par leur code, qu'à 1 kilomètre donné, à un certain nombre de distances données, il faut une pharmacie, et ce qui est respecté aujourd'hui. Donc je pense qu'on n'a plus le droit, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de pharmacie dans les coins et recoins des 4 villes, des villes du Bénin, pour qu'on aille se faire, parce qu'en réalité, quand vous allez faire ce jeu pour prendre des produits chez la bonne dame d'abord vous voyez tout le jeu que nous faisons pour aller acheter ces produits-là.
elle-même sait qu'elle est consciente, et tout le monde est conscient que c'est d'abord, aujourd'hui, c'est comme du stupéfiant. C'est comme un produit prohibé. Celui qui achète ça court des risques. Celui qui vend court des risques. C'est comme le proverbe, le truc là de corrupteur, du corrompu. Parce qu'il faut que l'État vienne aujourd'hui à commencer par décourager ceux-là aussi qui vont acheter ces médicaments. Parce que c'est parce qu'il y a la demande, c'est parce qu'il y a une forte demande dans la matière que l'offre existe toujours. S'ils ne vendent pas, si personne ne s'aventure encore vers ces vendeurs de choses-là, je pense qu'on ne serait plus encore à ce stade aujourd'hui. Donc il faut encore, comme on l'a dit tout à l'heure, une forme de sensibilisation inouïe pour vraiment encadrer le phénomène et aller dans toutes les contrées pour que le mal vraiment prenne un coup. La proximité aussi avec le fournisseur informel fait partie de nos problèmes. Mais comment solutionne-t-on cela, cet Anselme Atemi? Certainement pas la répression, même si le trafic lui résiste parfois. Il faut que davantage les points de contrôle au niveau de nos frontières puissent travailler, notamment au niveau des 2 points de contrôle que nous avons, enfin les 2 au niveau du sud et ceux au niveau du nord là-bas, avec le grand voisin de notre gauche, je crois, voilà, de l'Est. Il faut que ce contrôle puisse se faire véritablement afin que on n'ait plus à avoir de ces médicaments-là ici. Et j'espère que, contrairement, enfin, comme on a pu avoir le génie de faire la fabrication de produits dans notre pays par rapport à autre chose, on n'est pas déjà en train de rentrer dans ce domaine-là parce que le Béninois, son génie, il est grandissime et de plus en plus, il est en train de le faire valoir. Donc, au-delà de ça, moi, je voudrais demander aux personnes qui sont dans les marchés, qui sont dans les rues, qui sont dans les quartiers, les hameaux et tout le reste, si vous connaissez les personnes qui font ce commerce-là, écoutez, je vous en supplie, allez vers les points de commissariat et dénoncez-les. Dénoncez-les de façon totalement anonyme et qu'on puisse ensemble pouvoir mettre fin à ce mal-là. On a un dernier tour de table à faire, mais on n'aura pas le temps de finir. Donc, pour le moment, nous allons rendre l'antenne, mesdames et messieurs, comme nous savons désormais le faire, histoire de vous permettre de suivre le reste de nos programmes. Pour ce qui est des dernières prises de parole, vous les aurez sur nos plateformes numériques et également à la rediffusion de ce programme. Merci de nous avoir prêté attention durant ce débat, mesdames et messieurs. Je vous retrouve jeudi donc avec le même plaisir. E-Télé avec vous, pour vous. Alors, ce trafic rappelle, Julio Tometti, un peu la difficulté que nous avons avec l'essence de contrebande. Ça y ressemble quelque... Désolé, mais de faire cette comparaison, je m'en excuse. Donc, on pourra, en tout cas, ça c'est une question de santé publique, même si l'autre n'en a pas moins, on pourra s'en sortir que par la répression. Oui, on vous dira, c'est mal, ça tue, dites-vous, mais ça guérit pour l'instant. Et donc, ça rend service. De ce point de vue, en fait, ça devient compliqué. Il n'y a pas de ce moment-là, c'est la répression, en fait, qui peut nous sauver. Et pour une meilleure forme de répression, il doit y avoir une sorte de collaboration populaire, ce que nous manquons de faire. Oui. Monsieur Seth le disait tout à l'heure, nous, le Béninois n'est pas trop porté. En fait, c'est notre sociologie, en fait, qui n'est pas trop portée vers la dénonciation. On ne veut pas contribuer, on ne veut pas contribuer au malheur de l'autre, même si la personne est dans le tort. Et donc, de ce point de vue, en fait, les autorités policières ont du mal à faire. Donc, quand ils arrivent à faire de ces opérations-là, il faut vraiment les en féliciter. Parce que j'imagine tout l'effort qu'ils ont dû déployer. Imaginez la façon dont chacun cache en fait, le temps de l'investigation, les obstacles qu'ils ont dû surmonter parce que nous-mêmes, nous faisons écran. Nous protégeons en fait nos velléités, nos revers, pour que en fait ceux qui sont censés nous en débarrasser, nous leur donnons les plus grands soucis du monde. Et donc, je continue de dire en fait, peut-être il ne faut pas que la répression prennent d'autres mesures, autant le consommateur que le vendeur doivent être poursuivis. Et donc, d'une manière ou d'une autre,
ce sont les habitudes que nous avons prises et que ce n'est pas que par la force. Lorsque les mots ne règlent plus les problèmes, il faut la force. Et c'est ce que en fait, on est en train de faire aujourd'hui, les autorités policières. Heureusement, je ne vais pas finir sans mettre l'accent sur ça. Nous avons eu, il y a quelques jours, un camion qui s'était renversé, heureusement, en partance pour le Nigeria, dans la région du plateau. Heureusement que c'était un transit normal des retours que nous avons eus. Les autorités policières, douanières se sont portées et le point de destination aussi n'était pas notre pays. Ça a quitté notre port pour de l'autre côté. Et donc, je continue en fait de pouvoir, dire, comme le disais ici tantôt, pour féliciter en fait les autorités policières, pour leur donner en fait plus d'engouement et appeler à la collaboration des populations dans cette lutte-là. Si ce fléau, si ce trafic doit prendre fin, cela dépendra de nous tous, monsieur Amoussou Guénon, avoir le réflexe désormais de la dénonciation. Là, il s'agit quand même d'une question de santé publique. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas encore ce réflexe-là, apparemment, parce que nous avons ce sentiment, ce principe selon lequel il ne faut pas dénoncer l'autre, surtout quand ce n'est pas des formes ce n'est pas lié à la criminalité, comme les vols, les braquages et autres. On se dit que c'est notre chose. On trouve même du mal à penser. Que cette criminalité, parce que c'est un tueur silencieux. Oui, c'est un tueur silencieux. Non, je parle de la mentalité populaire. La mentalité populaire ne voit pas en fait le mal, le danger que représente la chose sur les santé publiques, sur les populations et le peuple en général. C'est pour ça que je parlais tantôt des équipes de sensibilisation pour informer réellement du danger que représente un médicament sur un individu. On sensibilise depuis au moins 25 ans, monsieur Amoussou Guénon. On ne finira jamais de sensibiliser, madame. C'est comme le vol. Le vol, on reprime le vol depuis des siècles, mais le vol continue toujours. Des millénaires. Des millénaires. C'est que tout ce qui est lié aux infractions, c'est des trucs qui sont perpétuellement combattus et seront combattus tant que le monde est monde et tant que le monde sera monde. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ce n'est pas des mots, ce ne sont pas des mots qui vont disparaître du jour au lendemain. Et nous allons réduire ça sensiblement, mais penser à l'éradication, ça, je pense que ça sort un peu de l'ordinaire. Donc c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment l'État. L'éradication, c'est l'ambition. Oui, bon, c'est l'ambition. Nous allons tendre vers cette fin. C'est une fin voulue, mais ce n'est pas évident. Mais seulement, nous souhaiterions que les populations vraiment travaillent de concert avec les forces de l'ordre, les structures qui sont habilitées à aller à la répression, en n'allant pas à la dénonciation, pas les signalisations et autres, pour qu'on décourage le mal à la racine. Et que les contrôles se fassent également au niveau des points par lesquels ces produits-là entrent dans le pays. Il faut identifier les points par lesquels ces produits entrent dans le pays pour pouvoir vraiment essayer de circonscrire le mal et de taper dans la fourmilière et défendre un peu la population contre ce tueur silencieux qui décime vraiment la population sans que beaucoup ne le sachent. Le mot d'ordre ce soir, ce sera cessons d'être complices de cette pratique. Ah oui, c'est pour Datokba qu'on a vu, on a même, il y a quelques semaines déjà, et on a entendu parler de 78 kilos qui avait été intercepté à Parakou, dans le marché Azerkeh. Sans oublier la tonne et demie également qui a été prise au niveau de Azové. Donc c'est pour dire, surtout dans les milieux ruraux, ça s'enracine également. Cessons d'être complices, puisque cela y va de notre santé à nous tous. Julio l'a rappelé, ça peut participer à l'insuffisance rénale et bien d'autres mots que nous déboursons, pour lesquels nous déboursons des millions, oui, des millions pour sortir nos parents d'affaires. Si nous coupons la chaîne à notre niveau, nous pensons que nous pourrions arriver à bout, et c'est de notre devoir d'aider ces forces de défense et de sécurité, la police républicaine qui vend debout contre ces trafiquants. Merci donc à nous tous de les aider dans ce schéma. Et contre la cybercriminalité, voilà un autre phénomène dont nous avons parlé. Aujourd'hui, nous avons le Centre national d'investigation numérique qui se met aux trousses
de ces présumés cybercriminels à travers des investigations sur des semaines. Et une fois la main mise sur ces personnes, elles sont traduites devant la justice afin de faire droit à leurs victimes. Pour avoir une société facile à vivre, nous devons tous contribuer à la sécurité de nos proches et à travers les informations que nous fournissons donc à la police républicaine. Voilà les sujets qui ont animé le débat ce soir, en remerciant les invités, c'est Anselme Atemi, Julio Tometti et Briston Amoussou-Guénon, en vous remerciant également, vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Amoussou-Guénon, pardon, j'y arriverai, Amoussou-Guénon, Briston, en vous remerciant de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous maintenant sur nos plateformes numériques. Pour vous qui avez pris cette émission au vol, pour le direct prochain, ce sera jeudi prochain, avec le même plaisir, si Dieu le veut. E-Télé avec vous. Pour vous, très belle soirée.